Bonsoir à toutes et à tous. Les titres de cette édition. Lutte contre la corruption. Le Bénin fait objet d'examen dans le cadre du deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies. Les travaux ont été lancés ce 6 mai par le haut-commissaire Jacques Migan. Liberté de presse. Le Bénin connaît un recul selon le classement 2025 de Reporters sans frontières rendu public le 2 mai dernier. De 89, le pays passe au 92e rang. L'analyste politique Agapit Maforika opine sur ce classement. Les cardinaux s'apprêtent à élire le nouveau pape de l'Église catholique. En prélude au conclave qui démarre mercredi 7 mai, une dernière réunion préparatoire s'est tenue ce mardi en matinée. Assurent dans cette édition les composantes d'un conclave. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, mesdames, messieurs. Les travaux du deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption ont démarré à Cotonou ce mardi. Ils ont été lancés par le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan. Reportage signé Quentin Amoussou. Ce deuxième cycle d'examen est une nouvelle opportunité pour le Bénin de démontrer son engagement sans faille envers la justice, la transparence et la coopération internationale. Pleine réussite dans les travaux de cette visite pays. C'est sur ces mots du haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, que s'ouvrent les travaux dans le cadre de la visite pays. Ces assises marquent le deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ces travaux s'inscrivent dans le processus d'examen auquel le Bénin se soumet dans le cadre de son engagement envers la Convention des Nations Unies contre la corruption. Nous sommes réunis aujourd'hui pour entamer cette nouvelle phase de cette lutte. La visite pays, une étape clé du deuxième cycle du mécanisme d'examen. Pour mener à bien ces travaux, des experts sont conviés à l'élaboration de la Convention. Ce processus est normalement un processus d'examen entre pairs. Nous allons voir ici que les experts de la Gambie et de la Suisse sont ici pour approfondir sur l'application de la Convention au Bénin. Et c'est un mécanisme où nous allons voir comment la Convention qui établit les normes de mesures et de régulation pour appliquer les règles contre la corruption d'une façon plus efficace dans tous les États. Les différentes dispositions de la Convention existante, les articles 6 et 36, vont faire objet de débat durant ces 2 jours de travaux du 6 au 8 mai 2025. Le Bénin enregistre un recul dans le classement 2025 de Reporters sans frontières, passant de la 89e place au
à la 92e place. Le pays affiche un indice global de 54,6 contre 56,73 l'année précédente. Ce classement reflète un recul des indices de la liberté d'expression en raison de son financement largement tributaire des contrats publics et de publicité de grandes entreprises. Au micro de Francis Fahmi Nassérine Fatoumbi, l'ancien conseiller à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et consultant politique Agapit Maforican, commente ce classement. D'abord, sur le principe, ces classements sont commentés diversement selon que l'on ait gagné des points ou qu'on ait perdu des points. Mais en réalité, nous devons apprendre aussi à les lire. C'est les indicateurs. Les notes sont données par des nôtres, des Béninois, avec lesquels ces organisations sont en lien, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs. Donc, ça dépend de la sensation, du reflet que la personne a. Aujourd'hui, on peut dire au Bénin qu'aucun journaliste n'est en prison, aucun journaliste n'est poursuivi, aucun média n'a été fermé en 2025, en 2024, oui. Quoi encore? L'opposition n'a jamais été empêchée d'avoir accès aux médias. En tout cas, je dirais un organe de presse où nous offrons des espaces à l'opposition. Parfois, il faut leur faire la cour. Il faut courir après eux. Il faut qu'ils vous délèguent une personne ressource. Je dis tout ça pour dire quoi? La liberté est relative. Il y en a peut-être qui la veulent totale, sans limite. Il y en a peut-être qui se disent, comme le bon sens, qu'aucune liberté n'est absolument sans borne. Que toute liberté commence là où s'arrête celle de quelqu'un. Et donc il faut l'État régulateur pour gérer un peu les flux et les influx. Donc, Reporters sans frontières dans son rôle. C'est ce classement. C'est attendu par certains gouvernants, peut-être banalisé par d'autres. Reporters sans frontières a ses indicateurs, ses indices. Donc on ne peut pas dire que c'est un mauvais travail. Mais moi, je pense que Reporters sans frontières au Bénin, en réalité, si on veut être lucide, n'a rien à dire au Bénin. Parce que je pense que le problème que rencontrent les confrères concernent sur le problème économique. Et donc, le problème économique, vie chère, comme certains le disent, n'est pas la création des gouvernants. C'est une situation conjoncturelle auquel les gouvernants tentent de trouver des réponses. Et même en tentant de trouver des réponses, ils peuvent violer d'autres lois, d'autres droits. Et on se mettra à la place du serpent qui est là que. Donc, c'est à vous dire vraiment que la liberté est un problème polysémique. La liberté de presse l'est tout autant, mais n'empêche, il y a tout au moins quelques petits critères. Et pour les respecter, on peut dire que le Bénin est bel et bien l'état de liberté de presse, c'est que les 3 points perdus ne sont que, disons, ce que l'on appellerait un des plus phénomènes. En mission officielle à Nouakchott, une délégation béninoise de haut niveau a exprimé le soutien ferme du Bénin à la candidature du Dr Sidi Ouldata à la tête de la Banque africaine de développement. Ce message lui a été porté ce lundi. La délégation béninoise étant composée du ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotchane, du ministre en charge de l'économie et des finances Roumia Douadaï, a été reçue en audience par le président mauritanien Mohamed Cheikh El Ghazouani. Elle était porteur d'un message personnel de soutien de la part du président béninois Patrice Talon, dans lequel le Bénin réaffirme sa volonté de voir à la tête de la BAD donc un dirigeant visionnaire et expérimenté comme le docteur Ouldata. De son côté, le gouvernement mauritanien a salué cette annonce comme une preuve de confiance et d'amitié entre les deux nations.
L'ONG NACEF a organisé la deuxième édition de la journée de l'excellence scolaire le 22 février 2025 au CEGZ, à l'occasion au cours de laquelle des cadeaux symboliques ont été distribués aux meilleurs élèves de la commune à l'examen du BEPC. Le compte-rendu est signé Carles Kitome. Aujourd'hui, parmi les 20 élèves qu'on a récompensés, on a 12 filles. Cet encouragement des apprenants réjouit le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. C'est devenu dire aux enfants qui sont très chers pour le pays, oui, qu'ils comptent sur les enfants pour un Bénin nouveau, un Bénin bien bâti, un Bénin dont l'excellence est promue, dont la détermination, l'engagement, l'assiduité et la persévérance des enfants est promue. La Commission béninoise des droits de l'homme s'associe à cette initiative qui garantit les droits humains. Notre présence ici se justifie pleinement parce que l'activité qui est menée ce matin est en droite ligne avec les missions, avec le mandat de la CBDH. Nous encourageons à nouveau les initiateurs de cette activité qui véritablement doit servir de source d'inspiration pour toutes les organisations, pour tous les acteurs de défense, de promotion des droits humains dans notre pays. NACEF ONG constate déjà le fruit de son engagement. Remercier les professeurs ainsi que nos directeurs, surveillants et censeurs. Ensuite, nous voulons attribuer quelques mots aux membres de l'ONG NACEF. Merci de récompenser nos efforts. Merci de nous donner cette chance de révéler au reste du Bénin les prodiges de nos humbles établissements. Bon, en général, on a 10 CEG dans la commune de Zé. Si on n'épargne seulement un CEG, c'est-à-dire le CGE Tango Djevier, on peut dire qu'on a un meilleur résultat. NACEF ONG continue sa lutte contre les violences basées sur le genre et les grossesses en milieu scolaire dans la commune de Zé. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a effectué une tournée surprise dans 8 écoles des départements, des 8 écoles publiques et privées des départements de l'Ouémé et du Plateau ce mardi 6 mai 2025. L'objectif de cette visite était double. D'une part, vérifier que les cahiers d'activité et les annales mises à disposition par l'État sont bel et bien arrivés à terme et effectivement utilisés par les élèves et enseignants. D'autre part, s'assurer que les séances de travaux dirigées prévues dans le cadre de préparation à l'examen se déroule conformément aux consignes. L'autorité ministérielle a profité de l'occasion pour saluer les efforts réalisés depuis 2017 pour accompagner les candidats, notamment à travers la fourniture d'annales comprenant d'anciens sujets corrigés et commentaires dispositifs qui ont permis une amélioration continue des résultats. Lors de sa tournée, le ministre a également constaté des niveaux de performance très satisfaisants dans certaines écoles, que des difficultés en mathématiques aient été relevées. Il a saisi l'occasion pour rappeler aux enseignants leurs responsabilités. Il n'y a pas de mauvais élèves, seulement de mauvais enseignants. Un appel à l'engagement a été lancé auquel les enseignants ont répondu favorablement. Pour finir, un message clair a été adressé aux parents. Leur implication est cruciale. Ils sont invités à veiller donc à la bonne alimentation et à la régularité scolaire de leurs enfants. Le ministre a assuré que l'État a déjà pris les dispositions dans ce sens. Autre information, bientôt l'élection du successeur de pape François ce mardi 6 mai a démarré l'installation des cardinaux dans les logements, dans les locaux du Vatican où ils séjourneront le temps du conclave. Plus de 2 semaines après la mort du jésuite argentin, les 133 cardinaux électeurs s'enfermeront à partir du mercredi après-midi sous les majestueuses fresques de la chapelle Sistine pour le dit conclave. Que comprendre du conclave? Quels sont les critères pour devenir pape? Plus de détails avec Hubert Kedouidé,
père curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, au micro de Francis Fahmi Nassérine Fatoumbi. Le conclave, c'est d'abord un temps de prière, un temps de prière pour que l'Esprit Saint inspire les cardinaux rassemblés pour présenter au Seigneur, de leur permettre de désigner quelqu'un qui désormais portera la voix de l'Église et représentera l'Église, sera le serviteur de tous les serviteurs et servantes de l'Église catholique. Actuellement, nous avons 132 cardinaux qui sont réunis à Rome pour l'élection du pape. Ça peut durer une journée, 2 jours, 3 jours, ça dépend. Mais toujours est-il que les cardinaux demandent à toute l'Église dans le monde entier de prier pour eux et eux-mêmes sont comme au Cénacle, comme au temps où Marie était au Cénacle avec les disciples, pour que l'Esprit Saint opère lui-même et nous révèle celui que Dieu a déjà désigné et que nous ne connaissons pas encore. Les critères sont très simples. On demande à ce que tu sois baptisé et que tu aies fait un service ecclésiastique pendant au moins presque 2 décennies. C'est tout ce qu'on demande. En principe même, ce n'est pas la peine d'être évêque. Cependant, depuis quelques années, et l'habitude, c'est de désigner quelqu'un entre les cardinaux. La loi même prévoit que lorsqu'on n'est pas évêque et qu'on est désigné, que celui qui est désigné soit sacré évêque en même temps. Mais souvent, ce n'est plus le cas maintenant, puisque la plupart des cardinaux sont tous des évêques. Et même ceux qui étaient prêtres et qu'on les a nommés cardinals, bon, l'habitude maintenant est de les consacrer évêques d'abord avant de les faire cardinals. Donc, du coup, les critères, c'est juste être chrétien et avoir exercé une mission ecclésiastique. C'est-à-dire que tu as été prêtre ou bien tu as exercé cette mission-là pendant au moins 2 décennies. Et ça suffit largement pour être successeur de Pierre. On parle de faits de société dans cette édition. Un jeune homme s'est envoyé en prison pour des faits de cybercriminalité. Son dossier a été évoqué lundi 5 mai à l'audience correctionnelle de la Criette. Le prévenu est poursuivi pour des faits d'escroquerie via Internet par le parquet. Selon les détails donnés par le ministère public, le jeune homme s'est rendu à la police après que sa conjointe lui en a fait la demande. Selon la Cour, la conjointe aurait estimé que son conjoint mérite mieux que d'être un présumé cybercriminel. Il n'y a pas eu de suspense lors de l'inculpation du jeune qui s'est présenté au Centre national d'investigation et du numérique pour se dénoncer. Il a plaidé coupable lors de son inculpation devant le juge. Dans sa déposition, l'intéressé a donné quelques détails sur l'activité répréhensible qu'il menait et a indiqué qu'il se fait passer pour une femme et proposait des prestations sexuelles à ses victimes. Dans ses réquisitions, la représentante du ministère public a trouvé des situations atténuantes aux prévenus. La substitut du procureur spécial a proposé au juge de le retenir dans les liens de la prévention, mais elle a suggéré une condamnation à 12 mois de prison ferme et 1 million d'amende à payer. Après les réquisitions du ministère public, la Cour a renvoyé la procédure au 16 juin prochain et il faut noter qu'à cette date, le détenu sera situé sur son sort. Actualité hors de nos frontières, le gouvernement soudanais aligné sur l'armée régulière a décidé ce 6 mai de rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis déclarés État agresseur, a annoncé le ministre de la Défense Yassine Ibrahim. Dans un discours télévisé, il a fait savoir que
qu'il a accusé Abu Dhabi de violer la souveraineté du Soudan en soutenant les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée depuis avril 2023. Autre actualité hors de nos frontières, la Commission européenne a proposé ce 6 mai de mettre définitivement un terme aux importations de gaz russe d'ici fin 2027, un défi difficile tant la dépendance de l'Europe est encore importante. Aujourd'hui, l'Union européenne envoie un message très clair à la Russie. Plus jamais nous ne permettrons à la Russie d'utiliser l'énergie comme une arme contre nous, a souligné le commissaire européen Dan Jorgensen en présentant le plan au Parlement européen. Le gaz russe représentait, il faut le rappeler, 19% des importations gazières de l'Union européenne en 2024. Actualité sportive dans cette édition, la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin a connu son épilogue le week-end écoulé. Pendant plus d'une semaine, le Bénin a accueilli un grand événement rassemblant athlètes et responsables sportifs. Au terme de cette activité, le directeur départemental des sports de l'OUEME a exprimé toute sa satisfaction tant au sujet de l'organisation que sur la participation du Bénin. Il a également projeté un bel avenir pour le cyclisme béninois. Félicien Roukanri au micro de Tchesougo Benou. C'est l'occasion de remercier la Fédération béninoise du cyclisme qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, travaille pour révéler le Bénin à travers le sport, à travers le cyclisme. Et aujourd'hui, l'événement que nous célébrons n'est plus un événement national mais d'envergure où nous avons plusieurs pays qui participent et depuis quelques jours sont au Bénin, traversent notre pays et laissent de belles impressions et révèlent davantage l'image de marque que le Bénin projette. Donc nous sommes très contents d'avoir accueilli ce tour dans le département de l'Ouémé et surtout dans la ville capitale. Et nous souhaitons bonne arrivée à tous les cyclistes, à tous nos hôtes. Nous aurions souhaité avoir plusieurs des nôtres parmi les athlètes qui courent, qui roulent, mais malheureusement cela n'a pas été le cas. Et ce n'est qu'une partie remise et ça nous interpelle à travailler davantage, à mobiliser nos pédaleurs, s'il faut le dire comme ça, pour qu'à la 21e édition, le Bénin puisse se représenter massivement. Parce que plus on est nombreux, plus on maximise nos chances de se voir au podium. Et ça, nous allons y travailler avec la fédération qui connaît déjà les enjeux et qui sait la thérapie adéquate qu'il faut appliquer. Sur le même sujet, l'analyste sportif Issa Amadou a salué la performance des participants. Il s'est également exprimé sur les mesures sécuritaires et organisationnelles prises par la Fédération béninoise du cyclisme et le gouvernement béninois. Le maillot jaune, faut-il encore le rappeler, c'est quand même le maillot le plus convoitisé par tous les cyclistes. Ne remporte pas le maillot jaune qui veut, mais plutôt qui peut. On peut également quand même décerner un satisfecit aux cyclistes béninois, même si pour l'instant, ils n'ont pas gagné, on va dire, une seule étape. Mais les cyclistes béninois, notamment Ricardo Seguedé ou encore Glorade Saizonou, sont encore dans la danse. On a vu quand même Ricardo Seguedé, notamment, garder sur ses épaules lui aussi le maillot du premier béninois à franchir les différentes étapes. Il a remporté ce maillot-là déjà à la 2e étape et il ne l'a pas lâché jusqu'à la 5e étape. On a vu également Glorade Saizonou, lui aussi, bien sûr, prendre le maillot notamment du plus jeune ou plutôt du plus combatif, bien sûr, on va dire des cyclistes sur le Tour. Hier, notamment lors de la 4e étape, on a vu également, bien sûr, Rémi Sohou, qui a remporté aussi l'écharpe de l'élégance. C'est vrai que d'aucuns diront que voilà, on a envie de voir les Béninois beaucoup plus au niveau du finish, on va dire, des différentes étapes. On a envie de voir les Béninois finir, on va dire, les étapes, remporter pourquoi pas une étape avant la fin de la course. Mais je pense que ça peut arriver et ça va arriver si nous continuons réellement de travailler. Même si, je le dis encore, lorsqu'on regarde ce 20e tour international du Bénin, on se rend compte que les cyclistes béninois ont quand même progressé par rapport, on va dire,
à les prestations de l'année passée, où on a senti quand même, on va dire, une course parfois approximative. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de solidarité. Faudrait-il rappeler que le cyclisme, c'est le sport individuel le plus collectif. Les Béninois n'ont pas appris à bien sûr courir, on va dire, en équipe. Mais cette année, on a constaté que par rapport à ce reproche-là, les cyclistes béninois ont véritablement appris à courir en équipe. Et cela, c'est une avancée. C'est un aspect important qu'il faut donc mentionner. Et je pense que jusqu'à la fin du tour, nous allons continuer de suivre ces cyclistes béninois. Qui sait qu'ils peuvent remporter une étape parmi les différentes étapes de ce Tour international cycliste du Bénin. Je pense que du point de vue, on va dire, organisationnel, toute la jeunesse béninoise aujourd'hui se retrouve dans ce tour-là et on est fiers, justement fiers de l'organisation de ce tour et surtout d'appartenir à ce Bénin, le Bénin qui est capable aujourd'hui d'organiser un tour reconnu par l'UCI, autrement dit l'Union cycliste internationale du Bénin. L'Union cycliste internationale, eh bien, qui n'est pas une simple structure. Avant qu'un tour ne soit reconnu par l'UCI, je pense qu'il faut remplir des conditions, il faut franchir certaines étapes et le Bénin, lentement mais sûrement, est en train de labelliser son tour et ce tour-là est bien sûr reconnu par l'UCI. Je pense que le niveau organisationnel est réellement, on va dire, assez acceptable, assez bon et nous pensons qu'au terme justement, bien sûr, de ce tour, l'UCI pourra bien sûr accorder un rapport vert à la Fédération béninoise de cyclisme. Les légendes de l'Olympique de Marseille se sont retrouvées vendredi dernier au Vélodrome pour célébrer les 125 ans d'existence du club. De Josip Skoblar, meilleur buteur sur une saison au championnat de tous les temps, à Didier Drogba, en passant par Mamadou Niang, Hilton, Anderson, ces anciens joueurs ont rehaussé les crampons l'instant de match de gala. Victor Zonka, entraîneur de Coton FC, triple champion au titre du Bénin, légende du club phocéen avec plus de 300 matchs disputés, n'a pas pu être de la partie. Il évoque les raisons de son absence et revient sur son passage à l'OM de 1973 à 1981. Quand tu entends parler les joueurs qui sont passés par l'OM, c'est quelque chose de grand. Quand mon frère a signé à l'Olympique de Marseille, et quand je l'ai vu gagner la Coupe et le championnat en 69 et en 72, et en 71, en 71-72, ils ont fait le doublé, tu te dis un jour, pourquoi pas toi? Et donc, quand j'ai eu la chance de pouvoir signer à Marseille, c'est vrai que 3 mois avant, on les avait battus au FC Metz. On avait gagné 2-0, j'avais marqué un but. Ça a sûrement participé à ma venue après à l'Olympique de Marseille. Et quand tu passes 7 ans là-bas, je fais partie pratiquement des 15 joueurs qui ont le plus fait de matchs avec l'Olympique de Marseille, avec mon frère. Je crois qu'on est tous les deux à un match près, je crois. On est à 300 matchs, je crois, tous les deux. Et donc, quand tu as cette carrière là, à l'Olympique de Marseille, avec le public et tout, c'est sûr que beaucoup parlent des fois des bons moments, mais il y a aussi de temps en temps, quand ça ne marche pas bien, les supporters sont là, toi. Donc, tu restes à la maison, tu te reprépares, tu te dis la semaine d'après, il faudra être meilleur, il faudra gagner. Tu repars à zéro parce que tu te dis il faut être présent. Voilà, donc là, j'ai été invité en tant qu'ancien joueur de l'OM et puis avec le nombre de matchs que j'ai pu faire avec eux, c'était, je dirais, pour moi une super récompense. Mais j'ai privilégié mon équipe. On est en train de jouer la première place. J'ai réfléchi jusqu'à la dernière minute. Je ne voulais pas laisser mes joueurs 3 jours sans moi. On avait un match important ce soir. J'ai préféré rester à la maison. C'est sûr que pour moi, j'ai manqué un grand plaisir. Il y avait 30 000 spectateurs. Il y avait tous les grands joueurs qui sont passés par l'OM. Quand je vois que Skoblar est encore là, j'ai joué avec lui, j'ai joué contre lui. Il détient un record, je dirais, en Europe de 44 buts sur une saison. C'est un joueur exceptionnel. Et il est toujours là, il est heureux de venir. Il a fait passer aux Olympiens des super moments. Et quand on connaît cette ferveur, donc quand on a gagné la Coupe
En 76, eh ben, c'était magique. Quand on a fait la deuxième place avec Saint-Étienne quelques années après, ben, c'était la même chose. Paulo César, Jair Zino, tout ça, c'est des trucs extraordinaires. Et puis bon, moi, je garderai gravé toute ma vie. On a joué quand même 6 ans ensemble, Marius Trésor. C'est pour ça que moi, je suis content qu'on joue en bleu ciel et blanc. Ça fait un peu l'Olympique de Marseille. Si on pouvait faire comme eux, grandir comme eux, voilà, ça ne se fait pas en 2 ans, ça ne se fait pas en 3 ans, ça prend du temps. Peut-être il faudra 5-6 ans pour que le club grandisse et passe des échelons. Ben, on va travailler pour y arriver. L'édition 2025 du Grand Prix de Cotonou a eu lieu le dimanche 4 mai dans la ville. Il s'agit d'une course cycliste de 107,6 km disputée sur un circuit fermé qui a vu le sacre sud-africain Reinhard Janssen van Rensburg. Le reportage signé Quentin Amoussou. Reinhard Janssen van Rensburg est le vainqueur du Grand Prix de Cotonou 2025. Sur 107,6 km, le Sud-Africain s'est imposé avec autorité après avoir remporté la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin. Yeah, it was the goal to win the overall and to win the race today, the Grand Prix. So yeah, we achieved all the goals, more than what we could hope. So we are very happy. Arrivé à la 20e position, Sodiade Chilvers Ricardo est le Béninois le mieux classé de la compétition. Une course rude, mais les Béninois ont essayé de répondre aux défis d'une concurrence élevée. Course badante dignement, course très très difficile. Parce que premier tour, le fin est grandi. Quand il bloque 4 tours, le fin est. Mais après, dernier point chaud. Attaque. Les gens qui ont gagné le premier show, donc le peloton est cassé. Après, je suis fatigué. Après, je vais remonter pour attaquer le peloton. Mais, parce que moi, il y a 20 ans, nous sommes pas un sprinter pour les grimper. Donc, nous devons avoir un Ricardo Gourat. Après, il y a un qui est de quelqu'un qui est un 5 heures. Après, on va se mettre des voies. Bon, il y a un peu de maintenant. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, apprécie la compétition et promet une meilleure organisation l'édition prochaine. Je voudrais particulièrement remercier le président Azoumé pour cette parfaite organisation. Remercier le président de la fédération et tous les autres présidents qui sont venus soutenir ce tour. Remercier les conseillers qui sont là. Et je voudrais que le conseil puisse s'approprier ce tour. Ce tour, c'est notre tour. Nous ferons en sorte que les années à venir, le conseil municipal fasse mieux. Au total, 77 coureurs ont participé au Grand Prix de Cotonou. Avec ce doublé, Reinhard Janssen van Rensburg inscrit son nom dans les palmarès du cyclisme béninois et africain. Ce samedi 3 mai 2025 s'est ouverte la grande scène du sport scolaire béninois, marquant le début de la 5e édition du championnat national scolaire organisé par le ministère des Sports en collaboration avec le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Cet événement s'inscrit comme une solution à l'avenir sportif du pays. Plus qu'une simple compétition, ce championnat constitue une vitrine éclatante du potentiel de chaque jeune athlète, un creuset où se forgeront les rêves et les talents de demain. Pour cette année 2025, pas moins de 93 146 jeunes issus de 889 établissements scolaires vont converger vers les arènes sportives du pays dans 5 disciplines, à savoir le football, l'athlétisme, le basketball, le handball et le volleyball, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Mesdames, Messieurs, sur cette information sportive qu'on fait cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.